Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 12 février 2024, avec l'agence de notation internationale Fitch qui a affirmé que l'Égypte poursuivait le renforcement de sa position en tant que premier producteur de médicaments au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, selon le Centre d'information et de soutien à la prise de décision IDSC, qui met en relief le rapport de Fitch sur les perspectives des industries pharmaceutiques en Égypte jusqu'en 2032. Les détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. 5 milliards d'euros dans la construction d'une cité dédiée au tourisme médical. C'est la ville de qui a été choisie pour accueillir la cité. Il s'agit de la cité médicale la plus grande du genre au Moyen-Orient et en Afrique. La cité abritera 13 centres de soins spécialisés ayant une capacité totale de 2000 lits, un hôpital universitaire, un hélioport médical, des espaces verts et une ferme réservée à la culture des plantes médicinales. L'idée est de créer un lieu de soins ouvert aux voyageurs du monde entier. 10% des lits devraient être réservés aux Égyptiens défavorisés, comme l'a précisé le secrétaire général de l'université de Badr. L'enjeu est important, car le tourisme médical peut être une source de revenus et de devises importante pour le pays. Le tourisme thérapeutique occupe déjà une place importante en Égypte, où il existe près de 1346 sites médicalisés, où sont pratiquées des cures à base de traitements naturels par les rayons du soleil, l'eau minérale, les dunes argileuses ou sablonneuses. Parmi ces sites égyptiens figurent Helwan et Safaga, sur la mer Rouge, réputés pour le traitement des maladies de la peau et notamment du psoriasis. Les lieux de cure ont des noms qui font rêver. Bain de Pharaon, source de Moïse, Era Cèdre dans le Sinaï. Il existe d'autres endroits comme Siwa, Marsa Matrouh, la Nouvelle-Vallée, les Oasis et Assouan. En 2017, l'Égypte avait fait savoir qu'elle avait réussi à quasiment éradiquer l'hépatite C qui faisait des ravages dans le pays. Et pour lancer une campagne de promotion d'un tourisme anti-hépatite C, elle avait même fait appel à Lionel Messi. Rappelons que le marché du tourisme médical est important en Afrique. On estime qu'environ 100 000 personnes au moins se rendent chaque année en Tunisie pour des soins. L'Égypte entend bien se positionner sur ce créneau. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Nadine Cherif Sabri, assistant d'enseignement au département de pharmacologie et de toxicologie, Université de Ain Shams et bien sûr faculté de pharmacie. Bonjour, docteur Nadine Cherif Sabri. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, veuillez nous jeter plus de détails sur ce sujet concernant l'agence de notation internationale Fitch, qui a affirmé que l'Égypte poursuivait le renforcement de sa position en tant que premier producteur de médicaments au Moyen-Orient et en Afrique. Oui, en fait, l'Égypte, la priorité accordée à la localisation de l'industrie pharmaceutique se traduit par un engagement à promouvoir la fabrication locale de médicaments et de produits pharmaceutiques. Cela implique généralement des incitations gouvernementales telles que des subventions, des allègements sociaux et des politiques favorables visant à encourager les investissements dans la production pharmaceutique nationale. Ce soutien à la localisation de l'industrie vise de nombreux objectifs comme l'indépendance sanitaire en encourageant la production locale des médicaments. L'Égypte cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations étrangères, assurant ainsi un approvisionnement fiable en médicaments essentiels. Aussi la création d'emplois, le développement de l'industrie pharmaceutique locale crée des opportunités d'emploi dans la fabrication, la recherche et le développement. Aussi l'accès accru aux médicaments. La production locale peut potentiellement conduire à une baisse du coût de production, ce qui pourrait se traduire par des médicaments plus abordables pour les consommateurs égyptiens et sur les pays voisins en Afrique aussi. Oui. Docteur Nadine. Quant à l'impact sur les exportations vers le continent africain,
Une industrie pharmaceutique nationale peut positionner l'Égypte comme un fournisseur clé de médicaments et de produits pharmaceutiques dans la région en développant des capacités de fabrication locale. L'Égypte pourrait non seulement répondre à la demande intérieure, mais aussi exporter des produits pharmaceutiques de qualité vers d'autres pays africains, contribuant aussi au développement économique régional et à l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Oui. Est-ce que vous voyez avec ce développement qui a lieu actuellement dans le secteur pharmaceutique, est-ce que vous voyez qu'une diminution des prix de médicaments aura lieu prochainement? Oui, bien sûr. Je reconnais que la croissance rapide du marché pharmaceutique dans notre pays offre des opportunités pour favoriser le développement du marché intra-africain, les exportations vers d'autres pays africains avec une industrie pharmaceutique en expansion. L'Égypte peut augmenter ses exportations de médicaments et de produits pharmaceutiques, les partenariats et collaborations. L'Égypte peut établir des partenariats et des collaborations avec d'autres pays africains dans le domaine pharmaceutique, les investissements directs, même l'accès aux marchés internationaux. Nous bénéficions d'une position stratégique, ce qui facilite l'accès aux marchés internationaux en Europe et en Afrique et au Moyen-Orient. Oui. Selon vous, docteur Nadine, quels sont les moyens ou les outils qui ont aidé à cette croissance? Et je tiens à remercier Dr Nadine Cherif Sabri, assistant d'enseignement au département de pharmacologie et toxicologie, Université de Ain Shams, et enchaînant avec le Sénégal. Alors, depuis une semaine de violentes manifestations embrasent le Sénégal après que le président Macky Sall avait décidé de reporter les élections présidentielles. Actuellement, 3 personnes ont été tuées et la communauté internationale continue de s'inquiéter sur le sort du Sénégal. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. La situation s'embrase au Sénégal. Le samedi 3 février dernier, le président sénégalais Macky Sall annonçait par décret reporter les élections présidentielles initialement prévues le 25 février. Une décision prise juste avant l'ouverture de la campagne électorale. Résultat, le pays est en proie à de violentes manifestations depuis une semaine et les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait une 3e victime samedi soir. Après la décision de Macky Sall, l'Assemblée nationale a voté un ajournement de l'échéance électorale au 15 décembre, après avoir expulsé par la force les députés de l'opposition. Le nouveau président du Sénégal devrait alors entrer en fonction au début de l'année 2025. D'ici là, Macky Sall devrait rester au pouvoir comme l'a également voté l'Assemblée nationale. Face à lui, l'opposition est bâillonnée. Ousmane Sonko, populaire auprès de la jeunesse, n'a pas été autorisé à se présenter. Il a alors donné son soutien à Bassirou Diomaye Faye, qui a dénoncé la brutalité des forces de sécurité qui ont exercé des violences inouïes après les manifestations de cette semaine. L'autre opposant, Karim Wade, a lui aussi été écarté de l'élection en raison de sa double nationalité. Enfin, l'un des principaux candidats à la présidentielle, Khalifa Sall, a déclaré qu'il prenait à témoin la communauté régionale et internationale face aux dérives de ce pouvoir finissant. Une nouvelle manifestation lancée par un collectif de la société civile, Arsenault Élections, protégeant notre élection, est prévue ce mardi. Le coordinateur de ce collectif a déclaré que face à la répression, il faut une stratégie de lutte citoyenne, ajoutant que la désobéissance civile est une arme que l'on va utiliser pour mettre ce pays à l'arrêt et rétablir la légalité constitutionnelle. À l'international, les partenaires du Sénégal s'inquiètent, appellent au calme et à organiser des élections le plus rapidement possible. Îlot de stabilité dans la région, le Sénégal a longtemps fait figure d'oasis démocratique dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, notamment après les coups d'État successifs qui ont fait basculer ses voisins sahéliens, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et retour au Ghana de 7 objets royaux pillés pendant la colonisation. Eh bien, 7 objets royaux pillés il y a 150 ans par les forces coloniales britanniques dans l'ancien royaume Asante du Ghana et conservés
par un musée américain ont été restitués et présentés au Royaume jeudi dernier. Le dernier en date d'une série d'objets précieux volés, rapatriés dans plusieurs pays africains. Plus de détails avec Shamsenemi. Plusieurs objets royaux qui ont été pillés il y a 150 ans par les forces coloniales britanniques dans l'ancien royaume Asante du Ghana et conservés par un musée américain ont été restitués et présentés au royaume. Pillés dans le Ghana colonisé par les Britanniques au XIXe siècle, avant d'être transférés au musée Fowler de l'Université de Californie à Los Angeles dans les années 1960, les objets comprennent un fouet à queue d'éléphant, une chaise ornementale en bois, en cuir et en fer, 2 ornements de tabouret en or, un collier en or et 2 bracelets. Nous sommes ici parce que l'homme blanc est venu à Asante-Man pour le piller et le détruire. C'est ce qu'a déclaré le roi du royaume Asante à Kumasi, la plus grande ville de Ghana, lors d'une cérémonie de présentation qui a apporté joie et soulagement au royaume. Après des décennies de résistance de la part des gouvernements et des musées européens et occidentaux, les efforts déployés par les pays africains pour rapatrier les objets volés portent leurs fruits puisque de plus en plus de pièces précieuses sont restituées. Les militants affirment cependant que des milliers d'autres sont encore hors de portée. Les objets royaux ont été reçus pour la première fois par le royaume lundi, qui marquait le 150e anniversaire du sac de la ville Asante par les forces coloniales britanniques en 1874. C'est à ce moment-là que 4 des objets ont été pillés, tandis que les 3 autres faisaient partie d'une indemnité versée par le royaume Asante aux Britanniques. Le rapatriement des objets au Ghana signifie le retour de nos âmes, a déclaré un conférencier qui a aidé à négocier leur retour. Les 7 objets sont restitués de manière inconditionnelle et permanente, bien que le royaume ait autorisé la fabrication de répliques, a ajouté le musée. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à NLTV International. Bonne journée et au revoir.